Bonjour et bienvenue pour ce quatrième cours de paléontologie des vertébrés. La dernière fois, nous avions vu l'origine des amniotes et des lysamphibiens, donc les amphibiens modernes, et nous nous étions quittés sur une mise en garde envers ces deux sites, reptileevolution.com et thepterosaurheresis.com, deux sites qui proposent des images très jolies de squelettes et des reconstitutions très jolies de reptiles et de dinosaures et de ptérosaures en tout genre, mais qui sont souvent trop utilisés sans vraiment faire attention à leur précision. Voilà, je recommence par cette mise en garde et on passe tout de suite aux sauropsides. La dernière fois, nous avions vu que les amniotes étaient composés de deux branches principales, la première menant aux synapsides, la seconde menant aux sauropsides. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les sauropsides. Alors les sauropsides, c'est ce qu'on appelle les reptiles en général, et je vous avais expliqué durant le dernier cours que finalement c'est un groupe qui est assez hétérogène en soi, c'est un groupe qui est très très diversifié déjà, et qui va être encore plus diversifié qu'il ne l'est aujourd'hui au Mésozoïque. Et c'est un groupe qui a des racines très anciennes jusqu'au début du Carbonifère. Trouver des caractères qui soient partagés par tous les sauropsides, c'est quasiment impossible. Et certainement pas la fenestration temporale, donc les fausses temporales telles que je vous les avais expliquées la dernière fois, puisque primitivement, ils sont tous anapsides et après, ça va partir un peu dans tous les sens chez les sauropsides. Donc, il n'y a pas vraiment de fenêtre temporale qui soit partagée par tous les sauropsides. Il y a quelques caractères qui sont généraux aux sauropsides basaux, mais qui vont avoir vite tendance à disparaître ou à être modifiés. Donc le premier, c'est la présence d'un foramen suborbital, ce qu'on appelle aussi des fois le foramen sauropside. Donc c'est un petit foramen qui se trouve entre le palais et l'ectoptérygoïde. Et chez les diapsides, ce foramen va devenir carrément une fenêtre en fait dans le palais. Et on le retrouve chez les pareiasaures, comme cet exemple ici, un pareiasaure du Permien d'Afrique du Sud. Et on retrouve aussi un foramen comme ça chez certaines tortues modernes. Ça fait partie des caractères, on va dire, les plus faciles à suivre chez les sauropsides, mais ce n'est pas tous les sauropsides qui l'ont, hélas. Chez les sauropsides, généralement, les dents sont dites acrodontes. Au moins primitivement, elles sont acrodontes. C'est-à-dire qu'elles sont juste posées sur le sommet de la mâchoire. Et cette morphologie, on l'oppose aux dents técodontes qu'on retrouve par exemple chez les synapsides, du moins chez les thérapsides, chez qui, vous voyez, il y a une racine, alors que les dents acrodontes n'ont pas de racine. Mais c'est pareil, on va voir que chez les sauropsides, tout ça, ça va changer. Les sauropsides ont tous un seul et unique condyle occipital convexe. Ce n'est pas un caractère qui est propre spécifiquement aux sauropsides, puisqu'on le trouve aussi chez les pélicosaures et les thérapsides. Mais disons que si vous êtes face à un crâne et que ce crâne a un condyle occipital convexe, vous avez une bonne probabilité que ce soit le crâne d'un sauropside. En tout cas, c'est sûr, le condyle étant convexe, ça risque pas d'être celui d'un amphibien. Donc à partir de là, vous identifiez le condyle occipital, vous essayez d'identifier les fausses temporales s'il y en a, et normalement avec ça, vous devriez, en combinant les deux et en regardant aussi un peu la dentition, vous devriez arriver à dire si vous êtes en train de regarder un crâne de sauropside ou pas. Et le dernier caractère, mais qui est un caractère qui ne fossilise pas, c'est la présence d'écailles de kératine. Ces écailles de kératine qui sont généralisées à peu près tous les reptiles, c'est assez rare qu'il y ait des reptiles qui n'aient pas d'écailles, exception faite des oiseaux, encore que les oiseaux ont des écailles sur leurs pieds, mais les oiseaux ont des plumes, mais on sait maintenant que développementation, ces plumes sont des écailles modifiées. Donc il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'on peut appeler les plumes des écailles modifiées aujourd'hui. Embryologiquement, c'est la même structure. Et le développement de ces écailles, et on le sait aussi de par les plumes des pieds des oiseaux, c'est les plumes des pieds des oiseaux, pour les oiseaux qui ont des plumes sur les pieds, sont les équivalents des écailles sur les pieds des oiseaux qui n'ont pas de plumes sur les pieds. Donc on sait que la structure plume-écaille est interchangeable chez les oiseaux modernes. Donc il n'y a pas trop de doute sur le fait que que les plumes sont des écailles modifiées.
Mais à part ça, on n'a pas vraiment de caractère, de traits qui soient typiques vraiment des sauropsides. Donc ça rend l'identification, au moins identifier quelque chose comme étant un sauropside, c'est pas facile. Mais après, les groupes de sauropsides à l'intérieur à l'intérieur des sauropsides, les grandes familles sont relativement faciles à identifier par contre. Donc on va commencer d'abord par les familles de sauropsides qui ont un crâne anapside. Donc rappelez-vous, je ne fais pas de classification phylogénétique à ce niveau-là. Donc, je vais juste parler des espèces qui ont un crâne anapside, ou plus ou moins anapside, ou avec une toute petite fosse temporale qu'on peut relativement ignorer. Bref, les anapsides, j'en ai parlé la dernière fois. Enfin, j'ai parlé des parareptiles, la plupart de ce qu'on appelait autrefois des anapsida, donc le groupe des espèces avec le crâne anapside, font partie maintenant du clade des parareptiles. Et les parareptiles, c'est le merdier. J'en ai déjà parlé la dernière fois, donc je ne vais pas me réétaler là-dessus. Donc les anapsides, ils n'ont pas de fenêtre temporale. Donc déjà, c'est une manière de reconnaître le crâne d'une espèce, de déterminer si elle appartient à l'un des groupes dont je vais vous parler maintenant. Donc ils n'ont pas de fenêtre temporale. L'un des groupes d'anapsides les plus facilement identifiables, c'est les pareiasaures, parce que les pareiasaures, ils ont ces énormes expansions ici, à l'arrière du crâne, au niveau de la joue. Donc pareiasaure, ça veut dire reptile à joue. Pareia, c'est la joue. Donc c'est reptile à joue, et la raison pour laquelle il s'appelle reptile à joue, c'est parce que l'os quadrato-jugal est énorme et rectangulaire, vous voyez ici. Donc ça fait une grande arcade jugale, comme vous pouvez voir ici. On a aussi une petite collerette à l'arrière du crâne qui est présente chez les pareiasaures, pas aussi développée évidemment que chez Triceratops, hein, mais il y a quand même une petite collerette à l'arrière. Et vous avez généralement des bosses ou des cornes un peu partout sur la surface du crâne. Donc vous avez des bosses sur le crâne, à l'arrière du crâne, mais aussi sur la mandibule, comme vous pouvez voir ici, sur l'os angulaire. Ça, c'est très caractéristique des pareiasaures, la bosse angulaire. Vous avez aussi un crâne qui est plein de petits trous. Alors, pour cette raison, il y a des gens qui ont proposé que c'était comme les crocodiles et qui vivaient dans l'eau, mais bon, c'est très discuté puisque les pareiasaures, ce sont des gros herbivores, comme indiqué par leurs dents. Vous voyez que les dents, elles sont en forme de feuilles avec des petits denticules. Ça ressemble beaucoup à des dents d'iguane, et les iguanes sont herbivores. Donc, les dents de pareiasaures indiquent plutôt un régime herbivore. Et on ne voit pas trop pourquoi le crâne était perforé comme ça. On ne sait pas trop. Les analyses géochimiques semblent indiquer que les pareiasaures, ou au moins une bonne partie des pareiasaures, vivaient plutôt à l'extérieur de l'eau. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Et les pareiasaures sont typiques du Permien moyen et supérieur. On ne les trouve pas avant et on ne les trouve plus après. Ils s'éteignent à la crise Permien-Trias et on ne les retrouvera plus après. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que les pareiasaures étaient les ancêtres des tortues parce que les pareiasaures, ils ont des ostéodermes sur le dos. Donc les pareiasaures du Permien moyen ont une rangée d'ostéodermes seulement, de chaque côté de la colonne vertébrale. Par contre, les pareiasaures du Permien supérieur, ils ont des ostéodermes sur tout le corps, voire même une armure complète. Et du coup, les gens pensaient que vu qu'ils avaient le crâne anapside et une armure complète, ça allait évoluer en tortue. Le fait est que cette armure n'a rien à voir avec l'armure des tortues, comme on le verra après. C'est juste de la peau ossifiée, c'est pas une carapace de tortue. La carapace de tortue, c'est la cage thoracique qui forme la carapace des tortues. Et on va voir comment, mais là, c'est pas du tout la cage thoracique qui forme la carapace chez les pareiasaures, donc c'est une évolution convergente. Vous avez la famille des procolophonoïdes. Alors ça, c'est peut-être une famille dont vous n'avez jamais entendu parler, mais c'est une famille qui est très abondante en Afrique du Sud, dans le Karoo. Ce sont des petits animaux herbivores, des petits reptiles herbivores. Vous voyez, crâne anapside. On dit qu'ils sont herbivores parce que vous voyez que les dents ici sont très étendues latéralement. Donc il y a une surface masticatrice. Et s'il y a surface masticatrice, c'est que la nourriture était plutôt dure à digérer. Donc il fallait une digestion avant l'ingestion. Et généralement, il s'agit de fibres végétales. En plus, vous avez une certaine hétérodontie, vous avez les dents prémaxillaires sont différentes des dents du maxillaire, donc vous avez en gros des incisives et en gros des molaires, même si
Même si évidemment, il faut mettre des guillemets à tout ça. Les incisives et les molaires, c'est vraiment des trucs de mammifères, hein. Mais bref, donc là, vous avez une dentition donc, qui est plutôt indicatrice d'un régime herbivore. Donc ça, c'est un premier caractère qui permet d'identifier les procolophonoïdes, avec des dents qui sont ce qu'on appelle gonfodontes, c'est-à-dire plutôt élargies et pas herbivores comme chez les pareiasaures où elles sont en forme de dents d'iguane. Là, c'est vraiment des dents élargies, un peu comme les mammifères quand même, avec des belles facettes qui indiquent qu'ils devaient mâcher leur nourriture. Les procolophonoïdes, ils ont aussi la particularité, au moins pour ceux du Trias, enfin pour les formes les plus dérivées du Trias, d'avoir des grandes cornes, un peu comme les pareiasaures, une fois de plus, donc des grandes cornes jugales. Donc le quadrato-jugal, pareil, est étendu latéralement et fait cette espèce de grande corne, mais ça ne fait pas un gros quadrato-jugal carré comme chez les pareiasaures, c'est plus rectangulaire. Bon, les procolophonoïdes sont aussi beaucoup plus petits que les pareiasaures. Les pareiasaures, c'est généralement des grosses bestioles, avec quelques exceptions, alors que les procolophonoïdés, enfin, les pareiasaures, c'est des grosses vaches, quoi. Et les procolophonoïdes, c'est plutôt c'est vraiment des animaux de la taille d'un très gros lapin, on va dire, d'un gros lièvre. Voilà. Mais évidemment, c'est pas tous les procolophonoïdes qui l'ont. Par exemple, au Owenetta, vous voyez, ils n'ont pas cette expansion jugale. Alors, quand on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le foramen pinéal. S'il est immense, généralement, c'est qu'on regarde un procolophonoïde. Là, il est pas si gros que ça, mais comparé à la taille du crâne, il est immense. Et on regarde les yeux, et les orbites. Là, vous avez l'orbite ici, et tout ça, là, à l'arrière, c'est pas l'œil, c'est une expansion de l'orbite qui devait servir de point d'attache au muscle masticateur. Donc, le crâne est un abside, mais ils ont compensé avec l'orbite. Et je sais qu'il va y avoir des commentaires sur ce que je viens de dire, parce que des fois, quand je dis orbite, les gens comprennent orbite. Donc, ils compensent avec l'orbite. Je m'égare. Bref, ils ont compensé avec l'orbite. Et chez Owenetta, vous voyez, il y a un très gros œil ici. Et à l'arrière de l'œil, vous voyez cette petite encoche ici. C'est le début, en fait, de ce qu'on voit ici chez Procolophon. Donc, Procolophon est plus dérivé que Owenetta. Et donc, ils sont très, très utilisés aussi pour la datation. On verra qu'ils sont très utilisés en biostratigraphie, notamment. Mésosaurus et les mésosauridés, alors ce sont des petits reptiles du Permien inférieur, très célèbres puisque ça a été une des premières preuves fossiles avancées de la dérive des continents. Donc Alfred Wegener a utilisé le fait qu'on trouvait des mésosauridés de part et d'autre de l'océan Atlantique, en Afrique et en Amérique du Sud, pour faire l'hypothèse que l'Amérique du Sud et l'Afrique, enfin pour soutenir l'hypothèse que l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient autrefois connectées. Hypothèse qui a été confirmée ensuite par la découverte de plein d'autres fossiles, donc des feuilles de Glossoptéris par exemple. On a trouvé des cynodontes aussi de part et d'autre des mêmes continents. On trouve des cynodontes en Inde. Donc Trinaxodon par exemple, le genre Trinaxodon se trouve à la fois en Afrique, en Antarctique et en Inde. De même que le genre Lystrosaurus, ici représenté en rouge, qu'on trouve en Afrique, en Arctique et en Inde. Cynognathus, qu'on retrouve en Afrique et en Amérique du Sud. Donc vous voyez qu'il y a, et Procolophon, enfin les procolophonoïdés, on les retrouve même jusqu'en Australie. Donc pas seulement en Afrique du Sud, on les retrouve en Antarctique et aussi en Australie. Donc il y a beaucoup de fossiles comme ça qui soutiennent que le Gondwana, donc l'ensemble des continents du Sud, étaient réunis tous ensemble il y a 260 millions d'années, mais le premier fossile à avoir mis la puce à l'oreille d'un chercheur, ça a été Mésosaurus. Donc Mésosaurus, il est très facilement reconnaissable. Vous voyez que ce n'est pas un gros fossile, c'est un petit reptile plutôt gracile, mais il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas gracile dans son anatomie, et ce sont ses côtes. Ses côtes sont absolument gigantesques, et on dit qu'elles sont pachyostotiques, c'est-à-dire qu'elles sont très fortement très épaisses et on pourrait même dire pachyostéosclérotiques, dans le sens où elles sont aussi très denses. Et ça, c'est parce qu'elles servent de ballast pour maintenir l'animal au fond de l'eau, parce que Mésosaurus est un petit animal nageur. Sa queue est aplatie, elle est aplatie comme une queue de crocodile. Ses membres, vous voyez, sont pas très développés, donc les doigts notamment sont pas très ossifiés. Et puis le museau, vous voyez, un très long museau, très crocodilien, avec des toutes petites dents très fines qui devaient servir à filtrer l'eau
On a d'ailleurs retrouvé des mésosaurus avec le contenu stomacal qui contenait des petits crustacés, des vers, enfin des choses comme ça. Donc c'était un animal qui se nourrissait de petits invertébrés dans l'eau. Et à l'époque, en Afrique du Sud, il vivait dans une espèce de mer intérieure où se trouvait le Karoo. Donc au début du Permien, en fait, le Karoo, c'était une mer intérieure et puis qui s'est au fur et à mesure asséchée et qui est devenue une grande plaine d'inondation. Enfin, plus ou moins marécageuse par endroits, évidemment, avec plus ou moins de rivières, mais en général, c'était une grande plaine d'inondation, un grand bassin sédimentaire, quoi, intracontinental. Les captorinidés, donc encore un groupe dont on n'entend pas tant que ça parler en général. Les captorinidés, c'est... Alors, ils ne sont pas inclus dans les parareptiles, du moins quand on regarde les phylogénies, ils sont généralement exclus des parareptiles, mais de manière générale, ils ont un crâne qui ressemble beaucoup à celui des parareptiles, donc anapside, ils ont des petites perforations sur la surface du crâne comme les pareiasaures. Ils sont herbivores, donc comme les pareiasaures et les procolophonidés, mais encore avec une dentition différente. Donc les pareiasaures avaient les dents en forme de feuille, les procolophonidés avaient des dents élargies. Eh bien, eux, ils ont plein de petites dents, des petites dents qui sont toutes simples, juste un bâton, quoi. Mais ils en ont plein répartis sur plusieurs rangées et qui se renouvellent de l'intérieur vers l'extérieur, comme chez les requins. Donc en fait, vous avez des rangées dentaires qui se renouvellent perpétuellement et qui servent en fait de surface pour broyer la nourriture. Donc ça, c'est très très typique des captorinidés. D'avoir ce renouvellement dentaire. Donc pour l'instant, les captorinidés ont surtout été trouvés dans l'hémisphère nord, mais on en a en Afrique, notamment dans le Permien du Niger, découvert, si je me rappelle bien, justement par l'équipe de Sébastien Steyer, enfin l'équipe dont Sébastien Steyer faisait partie quand il fouillait au Niger. Donc c'est une très belle découverte. Et en Afrique du Sud, on a des captorinomorphes intéressants, on va dire, dans le sens où justement, ils n'ont pas toutes ces spécialisations. Ils ont un crâne plutôt lisse. Vous voyez aussi que les captorinidés, ils ont un œil, une orbite relativement petite, alors que là, l'orbite est relativement grande. Et on a une seule rangée dentaire chez ce captorinidé-là. Donc la chose qui rattache Saurorictus, ce captorinomorphe d'Afrique du Sud, aux captorinidés comme Moradisaurus, c'est la dentition qui est hétérodonte. Vous voyez que là, vous avez des genres, comme avec un peu les procolophonidés, vous avez des genres d'incisives suivis de dents molaires. Et là, c'est pareil, vous avez des dents incisives qui sont plus grosses que les dents jugales, en fait. Donc c'est un peu la seule chose qui le rattache, avec d'autres détails anatomiques qui sont un peu trop pointus pour que je les liste ici. Mais en tout cas, voilà, on a probablement l'indice d'une origine gondwanienne des captorinomorphes avec Saurorictus, parce que c'est probablement l'un des plus primitifs. Ceci étant dit, comme je l'ai dit, la distribution des captorinomorphes est largement plutôt dans l'hémisphère nord, donc c'est fortement à débattre. Mais en tout cas, voilà, il a l'air beaucoup plus primitif que d'autres captorinidés, que les captorinidés. Et les captorinidés, donc, ils trouvent leur origine au Carbonifère et ils perdurent jusqu'à l'extinction Permien-Trias. Et maintenant, on passe aux animaux qui ont un crâne diapside. Donc le crâne diapside, vous le savez déjà, c'est le crâne qui a deux fosses temporales. Donc il y en a une sur le côté et il y en a une sur le dessus. Donc ça, c'est le caractère le plus évident des diapsides. Après, il y a d'autres caractères, notamment le fait que le foramen diapside devient une fenêtre, qu'on appelle la fenêtre suborbitaire. Donc elle est toujours entre le palais et l'ectoptérygoïde. Donc on est bien sûr que c'est le même trou, mais il est juste beaucoup plus gros. Et chez les diapsides, on a en gros le quatrième doigt qui est beaucoup plus long que les autres doigts. Alors les doigts, le quatrième doigt était déjà le plus long de tous les doigts chez les amniotes. C'était déjà le cas chez les amniotes. Par contre, ça, comparé par exemple là, ça doit être un amphibien, j'imagine. Donc c'est déjà le plus long chez les amniotes, mais par contre, il est encore plus long chez les diapsides parce que le quatrième métatarse est super long. Donc le quatrième métatarse ici, c'est l'os que vous voyez là, il est 2 fois plus long que le premier métatarse que vous voyez là. Donc ça,
Ce déséquilibre des proportions des métatarses, c'est typique des diapsides. Et c'est pour ça que quand vous voyez un lézard sur un mur, vous remarquez que le quatrième doigt là, de son pied, il est quand même vachement plus long que que les autres doigts. C'est dû à ça. C'est un caractère qu'ils ont hérité de l'ancêtre commun à tous les diapsides. Donc, les diapsides apparaissent dès la fin du Carbonifère en Amérique du Nord. Et ici, j'ai choisi de vous représenter Yungaina du Permien parce qu'il vient d'Afrique du Sud, mais il est assez représentatif, on va dire, de la morphologie ancestrale des diapsides. À part pour un petit détail, c'est que le lacrymal, normalement, chez les diapsides du Carbonifère, le lacrymal contribue en fait enfin, s'étend ici jusqu'à la narine. C'est la seule différence. Et puisqu'on parle des diapsides, on va parler du cas particulier des chéloniens. Donc les chéloniens qui est la grande famille des tortues. Et on va parler notamment de Eunotosaurus africanus, qui est l'un des plus anciens chéloniens. Donc enfin du moins une des plus anciennes espèces qu'on rattache aux chéloniens, même si on est encore un peu frileux à appeler Eunotosaurus un chélonien. Alors déjà, ce qu'il faut savoir avec les tortues d'aujourd'hui, donc, c'est qu'elles ont un crâne anapside. Mais le problème, c'est qu'on a fait des analyses génétiques sur les tortues et que ces analyses génétiques ont montré qu'en fait, les tortues, c'était des cousines des crocodiles et des oiseaux, donc ce qu'on appelle les archosaures. Et les crocodiles et les oiseaux, ce sont des diapsides. Donc les tortues, en fait, elles ont un ancêtre commun avec des diapsides et elles sont même plus proches des crocodiles que les lézards ne sont proches des crocodiles. Ce qui veut dire que leur ancêtre, il n'y a quasiment aucun doute que l'ancêtre des tortues devait avoir un crâne diapside, puisqu'elles sont très profondément, leur origine évolutive est très profondément enracinée parmi des reptiles qui sont tous diapsides. Donc il n'y a pas trop de doute sur le fait que l'ancêtre des tortues avait deux fosses temporales. Le problème, c'est que les tortues modernes n'en ont aucune, elles n'ont pas de fosse temporale. Et Eunotosaurus, eh ben, il est un peu venu à la rescousse des paléontologues en disant mais si, regardez, moi je sais comment les tortues ont perdu leur fosse temporale. Donc Eunotosaurus, le voilà, c'est cet animal-là. Alors, vu comme ça, il n'a pas spécialement l'air d'une tortue, il a quand même une très très longue queue, donc c'est pas vraiment typique des tortues, il n'a pas de carapace. Ses épaules sont à l'extérieur de sa cage thoracique, ce qui n'est pas le cas chez les tortues. Les tortues ont les épaules à l'intérieur de la cage thoracique, c'est bien pour ça qu'elles arrivent à replier leurs bras à l'intérieur de leur corps, de leur carapace. C'est parce que leurs épaules sont à l'intérieur de leur cage thoracique et leur carapace, c'est leur cage thoracique. Mais par contre, il nous montre quand même, Eunotosaurus, comment la carapace des tortues a évolué. Donc, sa cage thoracique, elle est comme, à défaut d'être couverte d'être une carapace, elle est quand même relativement sphérique. Elle est très courte, comme chez les tortues. Il n'y a que 10 vertèbres à l'intérieur de sa cage thoracique, donc c'est assez proche de ce qu'on trouve chez les tortues. Et les côtes sont très étendues, donc elles ne sont pas encore fusionnées les unes aux autres comme on le voit chez les tortues modernes. Chez les tortues modernes, les côtes sont complètement fusionnées les unes aux autres, mais par contre, elles sont suffisamment larges pour recouvrir complètement la cage thoracique. Donc elles ne sont pas encore fusionnées, mais on a déjà plus ou moins un état qui est équivalent fonctionnellement à une carapace. Et ça a un résultat intéressant, c'est que ça donne aux côtes de Notosaurus une section en forme de T quand on coupe à l'intérieur, exactement comme chez les tortues modernes. Les tortues modernes ont aussi une section en forme de T, des côtes avec une section en forme de T quand on les coupe. Donc Eunotosaurus, pour ça, il était plutôt proche des tortues modernes. On sait aussi, d'après l'analyse, justement, quitte à faire des sections à l'intérieur, on a aussi regardé l'histologie des côtes de Notosaurus. Et en fait, grâce à l'histologie, on a pu voir que les côtes n'étaient pas mobiles. Elles n'étaient pas capables de s'étendre et de se replier. Enfin, la cage thoracique ne pouvait pas s'étendre avec la respiration, en fait. Contrairement à ce qu'on voit chez les lézards. Les lézards, ils respirent en étendant et en contractant leur cage thoracique. On fait un petit peu ça aussi. Normalement, on est censé respirer avec le diaphragme, mais on se sert aussi de nos muscles intercostaux pour respirer quand on a vraiment besoin de prendre beaucoup d'air. Les tortues ne peuvent pas faire ça puisqu'elles ont une carapace. Et ben, Eunotosaurus, on sait
grâce aux sections qui ont été faites dans les côtes de Notosaurus, eh bien, on sait qu'il n'avait pas non plus de muscles intercostaux, donc il n'était pas capable d'étendre et de replier et de contracter la cage thoracique, donc exactement comme une tortue. Donc vraiment, sa cage thoracique, même si ce n'est pas encore une carapace, fonctionnellement, elle agit déjà comme une carapace. Donc il n'y a pas trop de doute sur le fait que Notosaurus fait partie des ancêtres, enfin de la lignée ancestrale qui a donné naissance aux chéloniens. Maintenant, le crâne de Notosaurus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à l'état adulte, le crâne est anapside. Par contre, à l'état juvénile, c'est ce que vous voyez là l'œil, et ici vous avez une fosse temporale haute et une fosse temporale basse, qui n'est d'ailleurs pas complètement fermée par l'os jugal et quadrato-jugal. Donc ça, c'est même plus qu'un caractère de diapside, c'est même un truc qui évoque les squamates. Mais on verra ça après. Donc bref, et c'est présent aussi d'ailleurs chez certains parareptiles, dont j'ai pas vraiment parlé parce que j'ai pas non plus tout le temps du monde, hélas. Mais ça se trouve chez un petit groupe de parareptiles qui s'appelle les Milleretidae. Donc voilà, on a cette fosse temporale basse qui est légèrement ouverte comme ça vers le bas. Mais il y a quand même une fosse temporale haute et une fosse temporale basse clairement identifiables. Donc ça, c'est très différent des tortues modernes. Et il y a aussi le fait qu'on a des dents. Ça aussi, c'est très différent des tortues modernes qui, elles, ont un bec. Les dents, d'ailleurs, sont conservées à l'état adulte. Par contre, les fosses temporales, elles, sont perdues à l'état adulte. Elles sont recouvertes par l'os supratemporal, vous voyez ici, et par la combinaison d'os postorbitaire, squamosal et jugal pour la fosse temporale basse. Donc ça, c'est très très intéressant parce que ça nous montre en fait, si on part du principe que l'ontogénie récapitule la phylogénie, bah, ça nous montre comment en fait les chéloniens ont perdu leur fosse temporale. Si l'évolution du crâne des chéloniens s'est passée comme l'ontogénie du crâne de Notosaurus, alors c'est probablement l'os supratemporal qui est venu boucher la fosse temporale supérieure, et c'est probablement la fosse temporale inférieure a été rebouchée par le développement des os qui l'entouraient. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est extrêmement intéressant. Et surtout, le juvénile de Notosaurus montre que primitivement, il y avait des fosses temporales chez les ancêtres des chéloniens. Ici, vous avez encore une fois un corps de chélonien avec une tête de diapside. Donc on a une fois de plus un très très bon intermédiaire structural entre un diapside et les chéloniens qui ont le crâne anapside. Et Notosaurus, alors évidemment vous pourriez vous dire que le fait de voir ça chez un juvénile, ça prouve pas grand chose puisque c'est pas conservé à l'état adulte, mais maintenant on a aussi une nouvelle espèce qui vient d'Allemagne qui s'appelle Papochelys, qui est plus tardif que Notosaurus. Notosaurus, on le trouve dans le Permien moyen et le début du Permien supérieur, alors que Papochelys, il vient du Trias. Mais Papochelys, c'est aussi une tortue basale, un chélonien basal, et il a aussi un crâne diapside, sauf que là, on a des spécimens adultes avec un crâne diapside. Donc maintenant, c'est confirmé, on peut tout à fait dire que les chéloniens sont des diapsides. On ne peut pas encore vraiment dire si ce sont vraiment le groupe frère des archosaures. Il y a un os à l'intérieur de la boîte crânienne qui s'appelle le latérosphénoïde, qui semble être un os qu'on ne retrouve que chez les tortues et les crocodiles, mais c'est très très débattu. c'est très très débattu. L'homologie de l'os en elle-même est débattue. La présence de l'os, évidemment, on voit l'os, donc elle n'est pas débattue, mais par contre, l'homologie de l'os entre les chéloniens et les crocodiles, c'est plutôt débattu. Donc voilà, on a un Notosaurus qui n'a pas encore de bec, mais qui a des dents, mais qui a des dents à la place, qui n'a pas encore de carapace, mais qui a des côtes très étendues et presque sur le point de fusionner, et en forme de T quand on les coupe, et qui a un crâne anapside quand il est adulte, mais diapside quand il est jeune. Donc on a vraiment un très très bel intermédiaire structural chez cet animal. Et on a aussi, avant que je passe à la suite, mais maintenant on a découvert Eorhynchochelys. Eorhynchochelys, c'est une autre tortue basale, mais qui vient de Chine cette fois, encore une fois du Trias. Et cet Eorhynchochelys, il est assez formidable parce qu'en fait, il a exactement le corps de Notosaurus,
avec le bec en plus. Donc il y a quelques dents à l'arrière, mais sinon l'avant du museau n'a pas de dents et devait porter un bec. Donc on peut voir en fait que les proches parents de Notosaurus, légèrement plus dérivés que Notosaurus, se dirigeaient lentement mais sûrement vers une morphologie de plus en plus chélonienne. Donc on a Eorhynchochelys, après on va avoir Odontochelys aussi de Chine qui va développer le plastron, c'est-à-dire que les gastralies, les côtes ventrales vont se transformer en carapace aussi, et jusqu'à ce qu'on arrive au stade de Proganochelys. Donc Proganochelys, chez qui toutes les côtes sont fusionnées. Ici, vous pouvez voir les côtes ici qui développent cette plaque, comme chez Eunotosaurus, et qui sont toutes fusionnées, et qui sont fusionnées en plus avec de la peau ossifiée, donc des ostéodermes pour former la carapace. Vous pouvez voir ici les épaules, donc la ceinture scapulaire qui est à l'intérieur de la carapace, donc ce qui permettra aux tortues futures, Proganochelys ne devait pas encore le faire, mais ce qui permettra aux tortues futures de pouvoir rentrer leurs membres à l'intérieur de leur carapace et leur tête à l'intérieur de leur carapace. Et vous avez aussi évidemment un plastron et vous avez un bec. Donc Proganochelys, c'est vraiment le premier truc qu'on peut réellement appeler une tortue. Ceci dit, il est encore différent des tortues modernes. Il y a plein de gens qui veulent dire que parce qu'on avait Proganochelys au Trias, alors les tortues datent du Trias. Non, il a encore des différences avec les tortues modernes. Il a notamment des petites cornes à l'arrière du crâne qu'on a plus chez les tortues modernes. Il y a des dents sur le palais. Donc les dents ont été perdues au niveau du bec, mais il y a toujours des dents sur le palais, et ces dents ont été perdues chez les tortues modernes. Tenez, ici, vous pouvez voir la fenêtre sauropside d'ailleurs, donc qui relie encore une fois Proganochelys au diapside et au sauropside en général. Et vous avez sur la queue de Proganochelys, il y a une espèce de grosse masse d'armes qu'on ne retrouve chez aucune tortue moderne. Donc faut pas non plus résumer Proganochelys. Enfin, faut pas non plus dire sous prétexte que Proganochelys a déjà le plan d'organisation générale d'une tortue que les tortues n'ont pas évolué depuis le Trias. Non, c'est juste que les tortues ont un plan d'organisation qui est très très reconnaissable, qui est très très stéréotypé, et après il y a quand même eu des changements autour de ce plan d'organisation. C'est comme dire que les oiseaux sont aussi des fossiles vivants, parce que les oiseaux, ça n'a pas trop changé depuis le Crétacé. Depuis le Crétacé, un oiseau, c'est un oiseau, quoi. Ça a le même plan d'organisation stéréotypé, mais c'est pas pour autant que c'est des fossiles vivants. Voilà, vous appelleriez pas un oiseau un fossile vivant, alors pourquoi une tortue, quoi? Et les tortues elles-mêmes, on peut les diviser en deux groupes. Donc, comme je l'ai dit, Proganochelys ne pouvait pas rentrer la tête dans sa carapace, mais à partir du moment où les tortues vont pouvoir rentrer la tête dans leur carapace, elles vont le faire de deux façons différentes, qui permettent de distinguer deux grands clades, deux grands groupes, qui sont morphologiquement cohérents et qui sont phylogénétiquement cohérents aussi. Donc, non seulement c'est utile, mais en plus c'est vrai. Voilà. Donc, ces deux différences, eh ben, c'est les tortues qui vont rentrer la tête par le côté, qu'on appelle les pleurodires, ici sur la gauche, et les tortues qui vont rentrer la tête vers l'arrière, qu'on appelle les cryptodires. Les pleurodires ont généralement un très très long cou, et puis évidemment, elles vont avoir des adaptations des vertèbres pour pouvoir tourner la tête de façon extrême. Et on sait, grâce à leur registre fossile, qu'elles sont originaires du Gondwana, quelque part durant le Mésozoïque, probablement durant le Jurassique. Donc on en retrouve beaucoup, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Et les cryptodires, qui rentrent leur tête donc vers l'arrière, eh bien, pour pouvoir tirer leur tête vers l'arrière, elles vont avoir une grosse crête sur la tête, une crête sagittale, sur laquelle de gros muscles, ici vous pouvez voir, vont être insérés, qui vont lui permettre de tirer la tête vers l'arrière dans sa carapace. Donc c'est les deux grands groupes de tortues. Tête sur le côté pleuro-dire, donc pleuro côté dire articulation, et tête vers l'arrière, crypto-dire. Donc crypto comme Superman, dire comme l'articulation. Voilà.
Un autre groupe de diapsides est certainement le plus grand groupe de diapsides modernes, c'est celui des Lepidosauria. Donc c'est là que vous allez trouver les lézards, les serpents et le tuatara. Donc c'est l'épidosaure. Ce sont des diapsides qui vont être plutôt caractérisés par des traits de leur anatomie post-crânienne, donc des traits du squelette plus que des traits du crâne. Donc le premier de ces caractères, ça va être la présence d'une fosse thyroïde dans le bassin, donc une espèce de grande fenêtre à l'intérieur du bassin qui allège, enfin qui rend le bassin finalement assez léger. On sait, même si je ne suis pas complètement sûr de à quoi sert cette fausse thyroïde, mais en tout cas, voilà, c'est un caractère notable. La fusion des deux os des chevilles, donc l'astragale et le calcanéum, donc il n'y a plus qu'un seul os qui fait l'articulation entre le pied et le tibia. Et aussi la présence, je crois que c'est le caractère le plus notable, la présence d'un cinquième métatarse qui est coudé ou en forme de crochet. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, vous regardez, là, vous avez le quatrième doigt qui est très très long. Vous vous rappelez de ça? C'était typique de tous les diapsides. Et si en plus vous avez le cinquième métatarse, c'est-à-dire l'os qui accroche le cinquième doigt au reste du pied, ce cinquième os, enfin cet os-là, s'il est en forme de coude, là, comme ça, s'il est plié, eh bien, vous êtes en train de regarder un lépidosaure. Ça donne un peu l'impression en fait que le cinquième doigt est opposable. Au lieu d'être le pouce, en fait, c'est le petit doigt qui est opposable. Donc, c'est ce que vous voyez par exemple chez les lézards, encore une fois. Donc, vous avez le quatrième doigt et en plus, chez les lézards des murailles, bah, vous allez voir que le cinquième doigt qui vient juste après, il n'est pas aligné avec les autres en fait. Il est légèrement décalé. Eh bien, ça, c'est à cause de cette morphologie du cinquième métatarse coudé. Donc ça fait des lézards, des lépidosaures au sein des diapsides. Donc cette morphologie, on la retrouve depuis un petit animal qui s'appelle Eleosuchus, qui vient du Permien d'Afrique du Sud. Donc c'est certainement le plus ancien lépidosaure. Vous avez encore une fois Yongaina, qui n'est pas seulement un diapside, mais qui est aussi un lépidosaure. Et vous avez ici le sphénodon, donc le sphénodon qui est un des diapsides lépidosauriens les plus basales, et qui vit encore aujourd'hui puisqu'il s'agit du tuatara. Donc sphénodon, tuatara, c'est la même chose. C'est le groupe des Rhynchocéphalia. Et ces Rhynchocéphalia, ils sont présents depuis au moins le Trias. Ils ont été très diversifiés au Mésozoïque, mais aujourd'hui, il n'existe plus que le tuatara qui vit en Nouvelle-Zélande et qui est reconnaissable par ses incisives qui sont fusionnées au prémaxillaire et qui lui donnent un peu ces dents de lapin que vous voyez là. Il est aussi reconnaissable parce que c'est le seul diapside moderne chez qui la morphologie diapside est absolument inaltérée. Donc vous voyez toujours les deux fosses temporales. On verra que chez les autres lépidosaures, donc chez les autres diapsides modernes, en fait, la morphologie est altérée. On a vu déjà l'exemple des chéloniens, chez qui la morphologie diapside est complètement perdue, et on va voir que chez les autres lépidosaures, les lézards et les serpents, bah, cette morphologie diapside va être altérée. Donc là, c'est le seul qui a vraiment les deux fosses temporales bien complètes, bien fermées, avec notamment ici le quadrato-jugal et le jugal qui ferment complètement la barre, qui forment la barre, qui ferme la fenêtre temporale inférieure. Et les sphénodons, enfin les rhynchocéphalia, ont aussi une double rangée dentaire sur les dents du haut. Donc ça, c'est les seuls aussi à avoir ça. Ils ont une double rangée dentaire. Au lieu d'avoir une seule rangée de dents, ils en ont deux. Et donc en Afrique du Sud, par exemple, on retrouve Clévosaurus, mais il y a eu des rhynchocéphales absolument partout. On en retrouve à Canjuers, par exemple, en France, si je ne me trompe pas, et on en retrouve aussi à Solnhofen en Allemagne, donc dans le Mésozoïque, dans le Jurassique. Et à chaque fois, on les reconnaît à cet os prémaxillaire qui est fusionné aux incisives, en fait. La classification des lépidosaures, elle va être basée non pas sur les fosses temporales, parce qu'évidemment, ils sont tous diapsides, donc on ne peut pas vraiment se baser sur les fosses temporales, mais elle va être surtout basée sur l'insertion dentaire, donc la façon dont les dents sont insérées dans la mâchoire, et sur les points d'articulation à l'intérieur du crâne. Donc chez les lépidosaures, on va voir qu'il y a un groupe en particulier qui s'appelle les squamates,
à l'intérieur duquel le crâne va développer de nouvelles articulations. Donc, on a déjà vu les rhynchosaures qui ont ce prémaxillaire fusionné avec les dents et ils ont une dentition acrodonte, donc ils ont le type primitif, on va dire, pour les sauropsides. Nous allons voir les sauroptérygiens, les ichthyoptérygiens, donc les ichthyosaures et les plésiosaures. Évidemment, ce ne sont pas des lépidosaures, mais on les place souvent parmi les lépidosauromorphes. Donc ça, on les verra quand on parlera des animaux avec un crâne euryapside. Mais sachez que phylogénétiquement, on les placerait plutôt du côté des lépidosaures, à côté des lépidosaures, dans ce qu'on appelle les lépidosauromorphes. Et des lépidosaures vrais, donc ça va être les squamates, chez qui on aura les lacertiliens, donc les lézards, et les ophidiens, les serpents. Et donc chez les lézards, ce qu'on va avoir, c'est une dentition pleurodonte avec les dents qui s'attachent sur le côté de la mâchoire et non pas sur le dessus de la mâchoire. Et chez les ophidiens, on va avoir une dentition qui sera pleurodonte pour la plupart des dents et técodonte, ou on dit des fois pseudo-técodonte, pour les serpents qui auront des grandes dents qui envoient du venin. Donc les crocs, voilà. Les crocs des serpents, ils vont avoir une dentition, ils vont être plutôt técodontes, donc ils vont avoir une racine, mais seulement sur les crocs. Les autres dents n'ont pas de racine, sont técodontes, sont pleurodontes aussi. Donc commençons par les squamates. Donc c'est là qu'on va avoir les serpents, les lézards, et chez les squamates, donc il y a pas mal de nouveaux caractères qui apparaissent. Il y a déjà la dentition pleurodonte. Donc d'ailleurs, si vous vous rappelez de l'affaire de l'oculudentavis, le fait qu'il ait des dents pleurodontes a été un caractère déterminant pour dire qu'il ne s'agissait pas du tout d'un oiseau, mais qu'il s'agissait bien d'un lézard. En plus, on a trouvé un foramen pinéal, ce qui n'est normalement pas le cas chez les archosaures. Donc voilà, la dentition pleurodonte, c'est un caractère qui peut être très très utile et que des gens ont apparemment oublié alors qu'ils sont censés être des scientifiques et qu'ils sont censés publier dans des grandes revues genre Nature. Donc rappelez-vous de la dentition pleurodonte, c'est important, c'est très important. Alors, la dentition est pleurodonte, sauf chez les mosasaures, mais on verra ça après. Du fait de la dentition pleurodonte, il y a une gouttière à l'intérieur de la mâchoire dans laquelle les dents pleurodontes s'insèrent. Donc, il y a une petite gouttière sur l'intérieur de la mâchoire. Et vous avez ce qu'on va appeler des joints kinétiques ou des articulations kinétiques à l'intérieur du crâne. Et chez les squamates, vous en avez normalement deux. La première, c'est le joint streptostylique ou articulation streptostylique. Normalement, dans un crâne de reptile normalement constitué, la mandibule, l'attache de la mandibule constitue la seule articulation à l'intérieur du crâne. La mandibule s'articule par rapport au crâne, c'est la seule articulation que vous voyez qui concerne la tête, on va dire. Et si vous vous rappelez, il y avait chez les sarcoptérygiens, il y avait un joint intracrânien qui permettait à la boîte crânienne de s'articuler par rapport au palais, qui a été perdu chez la plupart des amniotes. Pas chez tous, mais chez la plupart. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot joint, c'est articulation, c'est la même chose. Donc bref. Et donc chez les squamates, vous avez une articulation en plus, donc vous avez toujours le crâne qui s'articule à la mâchoire par l'os qui s'appelle le carré, donc ça c'est la condition normale. Et en plus de ça, le carré lui-même s'articule avec le crâne, ce qui fait que ça crée une double articulation en fait de la mâchoire. Ça permet d'ouvrir la bouche encore plus grand puisque vous avez une plus grande ampleur de mouvement grâce au fait que le carré soit très très long et qu'il s'articule en plus avec le crâne. Et c'est pour ça que le crâne diapside est altéré chez les squamates. C'est parce que le carré, du coup, n'est plus attaché au jugal par l'os qui se trouve entre les deux et qui s'appelle le quadrato-jugal et qui ferme normalement la fosse temporale inférieure. Donc, comme le carré doit être libre de bouger pour que cette articulation streptostylique soit utile, il n'est plus attaché au quadrato-jugal. Du coup, il n'y a plus de quadrato-jugal du tout, en fait, et du coup, la fosse temporale inférieure est totalement perdue. Donc, c'est pour ça que je disais, chez les squamates,
la condition diapside est altérée. C'est parce qu'on perd en fait l'articulation, c'est parce qu'on perd en fait le quadrato-jugal et du coup la fosse temporale inférieure. Et en plus de cette articulation supplémentaire sur le carré qui s'appelle donc le joint streptostylique, on a un joint mésokinétique, c'est-à-dire une articulation juste au-dessus de l'œil entre le frontal et le pariétal qui permet à la bouche de s'ouvrir plus grande. Donc la bouche peut s'ouvrir plus grand, un peu comme, en fait, c'est déjà une prémisse de ce qu'on va voir chez les serpents où le crâne peut complètement se désarticuler pour permettre de manger des grosses proies en fait. Donc ça commence déjà avec l'ancêtre en commun des squamates et c'est déjà plus ou moins, et c'est la condition qu'on voit chez la plupart des lézards. Alors que toutes ces articulations n'existent pas chez le tuatara. C'est pour ça que le tuatara n'est pas considéré comme un lézard. Même si ça ressemble énormément à un lézard, le tuatara n'est pas un lézard. Et en plus de ça, il n'y a pas de gastralie sur le ventre, donc il n'y a plus de côte ventrale chez les squamates. Bon, ça c'est un caractère, voilà, vous le prenez, vous le prenez pas, vous en faites ce que vous voulez. Le plus ancien possible candidat pour l'origine des squamates, bien que ce soit débattu, c'est Paliguana. Alors Paliguana, il a un très très long os carré, comme chez les squamates. Il est articulé en bas à la mandibule, comme chez tout le monde. Il est articulé en haut avec le crâne, comme chez les squamates. Donc il y a un joint streptostylique. Le problème, c'est que le pariétal et le frontal sont articulés normalement. Il n'y a pas de joint mésokinétique, par contre. Donc, s'il s'agit bel et bien d'un squamate, il n'a pas encore tous les caractères des squamates. Donc, c'est un squamate extrêmement basal. Ce qui va avec son âge Trias. Je me suis permis de changer, en fait, de corriger, parce que je viens de me rendre compte que je n'avais pas remis à jour ça. En fait, ça a changé il y a pas très longtemps. Il y a encore peu de temps, il y avait un doute est-ce que c'était Permien ou Trias. J'avais laissé Permien. Et en fait, il y a une publication qui vient de sortir il y a quelques semaines seulement et qui confirme que c'est du Trias et pas du Permien. Et j'avais oublié de changer ça sur ma diapo. Donc voilà, je l'ai corrigé. Je mets à jour mon diaporama au fur et à mesure des découvertes. Mais des fois, je ne me rends pas tout de suite compte qu'il y a des choses à changer. Donc voilà. Paliguana, plus ancien possible squamate, mais encore une fois, c'est débattu et qui vient du Trias, du début du Trias, d'Afrique du Sud. Donc, chez les squamates, on a 3 grands groupes modernes. On a les serpents qu'on appelle les ophidiens, on a les lézards qu'on appelle les lacertiliens et on a les amphisbéniens qui sont tellement anecdotiques, tellement peu diversifiés et tellement introuvables de toute façon que je vais me retenir d'en parler. Les amphisbéniens, c'est des lézards qui sont un peu aux squamates, ce que les céciliens sont aux amphibiens. C'est-à-dire c'est un groupe qui a vaguement une forme de ver de terre, qui ressemble pour le coup à des serpents, vu qu'ils n'ont pas de bras ni de jambes, ou qu'ils ont des tout petits bras éventuellement, mais comme bipès par exemple. Mais voilà, ils sont assez anecdotiques en termes de diversité. Ils sont marrants parce qu'ils ont un crâne qui est extrêmement massif, alors même que je viens de vous dire que le quadrato-jugal était perdu. Donc globalement, le crâne est plutôt léger. C'est d'ailleurs de là que vient le terme lépidosaure. C'est des lézards légers, quoi, parce que le crâne est très allégé du fait qu'il c'est très aéré, on va dire. Et donc les amphisbéniens, ils reviennent en arrière là-dessus. Ils redéveloppent un crâne super massif, mais avec les os qu'ils avaient. C'est-à-dire que le quadrato-jugal, par exemple, il ne revient pas. Donc ils improvisent avec ce qu'ils ont. C'est très marrant, les amphisbéniens, pour ça. Et puis ils ont une espèce de... Alors je crois que c'est les seuls tétrapodes qui ont ça. Ils ont une grosse dent médiale. Donc entre les deux prémaxillaires, à l'avant de la bouche, ils ont une grosse dent au milieu. Mais je crois que c'est pas tous les amphisbéniens qui ont ça, c'est à vérifier. Donc bref, les amphisbéniens, du coup, j'en parlerai pas trop parce que ouais, il y en a pas beaucoup et il y en a pas à l'état fossile. Surtout, c'est quand même censé être de la paléontologie des vertébrés et à l'état fossile des amphisbéniens, ça court pas les rues. Il y en a, hein, je veux dire, si vous cherchez bien dans la littérature, vous en trouverez. Hein. Mais ouais, ils sont tous relativement récents. Ils nous renseignent pas trop sur l'origine évolutive du groupe, quoi.
Donc, mais par contre, les ophidiens, les mosasaures et les lacertiliens, eux, ils ont un bon registre fossile. Donc les ophidiens et les lacertiliens, ils vivent encore. Les mosasaures, ils ne vivent plus. Là où c'est marrant, entre guillemets, c'est que en gros, les ophidiens et les mosasaures seraient tous les deux dérivés de lacertiliens. Donc en fait, on devrait appeler tout ça, encore une fois, si on prenait une vision phylogénétique du truc, ophidiens et mosasaures, en fait, ça s'appellerait des lacertiliens parce que tout est dérivé de lacertiliens, en fait. Les mosasaures, ce sont des varans. Donc les varans, ce sont des lézards. Et les serpents, ils sont probablement dérivés, enfin c'est probablement le groupe frère des varans, du moins c'est ce que semblent indiquer les analyses génétiques. Et si on rajoute les fossiles dans le mix, c'est peut-être même des descendants directs des mosasaures, ou le groupe frère des mosasaures parmi les varans. Bref, donc on va pas vraiment, on va pas vraiment trop, comme je disais, si on veut rester concis, vaut mieux esquiver la phylogénie. Mais c'est très intéressant à regarder en tout cas. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder les serpents, on va regarder les mosasaures dans le détail, on va pas trop regarder les lacertiliens, tout simplement parce que les lacertiliens sont assez conformes à cette description que je viens de vous donner des squamates en général. Donc il n'y a pas grand-chose qui change. Vous avez les iguanes, par exemple, qui vont redevenir herbivores, mais bon, ça ne va pas être la règle non plus. Vous avez, et qui du coup vont... Il y a certains groupes qui vont perdre la morphologie pleurodonte aussi, par exemple. Donc ça, il va y avoir des petites variations en fonction des familles, mais globalement, les lacertiliens, ils restent dans ce schéma, on va dire, des squamates en général. Donc ceux qui vont vraiment s'écarter du schéma squamate, c'est les mosasaures et les ophidiens. Donc on va commencer par les mosasaures qui ont un très très bon registre fossile un peu partout dans le monde, y compris en Afrique. Et là, par exemple, vous avez une reconstitution d'une faune qui a été retrouvée en Angola, du Crétacé. De toute façon, quand on trouve des mosasaures, on sait qu'on parle du Crétacé, puisque les mosasaures se trouvent principalement dans le Crétacé. Il y en a quelques-uns qui se retrouvent éventuellement à la toute fin du Jurassique. Mais les mosasaures, c'est vraiment typique du Crétacé. Vous pouvez noter d'ailleurs que sur cette reconstitution, le mosasaure est hypocerque. Si vous vous rappelez du cours sur l'évolution des poissons, hypocerque, ça veut dire que la colonne vertébrale part vers le bas. Et ça vient d'un fossile qui a été découvert, je crois que c'est au Liban, qui est le seul mosasaure qui préserve des tissus mous et qui montrait du coup que la queue partait vers le bas et qu'il y avait un petit lobe de queue uniquement en tissu mou qui partait vers le haut. Donc les mosasaures, c'est des descendants directs des varans. Et du coup, comme ce sont des varans, eh bien, ils ont des articulations supplémentaires à l'intérieur du crâne qu'on peut voir sur le crâne. Donc ils ont déjà le joint le joint streptostylique en haut du carré. Par contre, le carré est très circulaire. Il n'est pas long et en forme de bâton. Il est circulaire chez les mosasaures. Donc ça, c'est un caractère de mosasaure. Il y a un joint streptostylique. Vous avez un joint mésokinétique. Et comme ce sont des varans, il y a aussi une articulation à l'avant du jugal. Et en plus de l'articulation à l'avant du jugal qu'on retrouve chez les varans, vous avez une articulation sur la mandibule, ici entre l'angulaire et le dentaire. Donc vous avez un joint kinétique au niveau de la mandibule. Donc tout ça en fait, ça permet à la bouche de s'ouvrir encore plus grand. Et notamment la conjugaison de l'articulation ici au niveau de l'avant du jugal et de celle sur la mandibule permet d'écarter les mâchoires beaucoup plus que si on se contentait de ce que le crâne est normalement capable de faire. Et en plus de ça, vous avez à l'avant de la mandibule, les deux mandibules ne sont pas attachées les unes avec les autres. Donc vous n'avez pas un menton comme on en a chez nous. Les deux mandibules sont libres de bouger indépendamment les unes des autres. Et ça, c'est pareil, ça augmente la capacité à engouffrer d'énormes morceaux de chair qui sont plus grosses que la bouche ne serait s'il n'y avait pas toutes ces articulations. Donc ça déjà c'est des caractères importants et aussi en lien avec la prédation, le développement des dentécodontes. Donc les dentécodontes qui ont une racine. Donc là on voit très bien d'ailleurs sur ce prognathodon qui vient d'Angola. Vous voyez, on voit très bien ici les dents avec une racine. On a aussi beaucoup de mosasaures qui viennent du Crétacé d'Afrique du Nord, notamment du Maroc, les kemkem. Donc et sur ça se voit très très bien aussi si vous avez des dents chez vous, des kemkem. Bon, généralement, je ne sais pas pourquoi, mais la racine est pétée. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il la pète volontairement, parce qu'il considère que c'est pas très joli, ou si c'est vraiment comme ça qu'il les retrouve. Mais
Peut-être vous avez la chance d'avoir une dent de mosasaure des Kemkem avec sa racine, donc c'est parce que c'est des dents técodontes. Et ce que le mosasaure soit un prédateur ou durophage. Bon, durophage, c'est toujours prédateur, mais là, pour le coup, selon la taille, vous pouvez avoir des mosasaures qui mangeaient soit des ammonites, soit des tortues, carrément. Donc, vous avez les deux types dentaires chez les mosasaures, des mosasaures qui étaient plutôt tissu mou et des mosasaures qui aimaient bien craquer de la coquille. Et évidemment, vous avez tous les caractères associés à la vie aquatique, donc les bras qui sont plutôt courts, l'articulation du coude qui est limitée au niveau fonctionnel, des doigts qui sont aplatis et transformés en palettes natatoires avec une augmentation de la taille des phalanges. Bref, vous avez tout. Et puis la réduction des membres postérieurs. Les mosasaures, donc il y a eu un article récent qui suggérait que les mosasaures pondaient des œufs. Vous avez certainement vu passer la vidéo sur la chaîne. Est-ce que c'était vraiment un œuf de mosasaure? C'est toujours débattu. Disons que c'est la meilleure hypothèse qu'on a. Et est-ce que ça veut dire qu'ils étaient capables de retourner sur Terre? Peut-être pas forcément. Ils pouvaient pondre leurs œufs directement dans l'eau. L'hypothèse qui est pour l'instant reconnue, c'est qu'ils pondaient leurs œufs dans l'eau et que l'œuf devait éclore immédiatement avec le bébé mosasaure qui devait courir, enfin nager directement vers la surface pour pouvoir prendre sa première goulée d'air. C'est l'hypothèse pour l'instant qu'on a. Donc certainement les mosasaures ne pouvaient pas retourner sur Terre, non. Et le deuxième groupe, donc, c'est les ophidiens, donc les serpents. Donc les serpents qui, en plus de toutes les articulations qu'on a déjà chez les mosasaures, donc l'articulation sur la mâchoire, l'articulation à l'avant du jugal, vont développer 3 autres points d'articulation, un à l'arrière du jugal et 2 à l'avant du maxillaire, plus des articulations au niveau du ptérygoïde. Bref, le crâne des serpents peut se disloquer dans tous les sens. Voilà, il y a tellement d'articulations intracrâniennes que le crâne des serpents peut se disloquer dans tous les sens et c'est pour ça qu'ils arrivent à avaler, c'est comme ça qu'ils arrivent à avaler à peu près ce qu'ils veulent, de la taille, quelle que soit la taille. Et ça se reflète sur la morphologie du crâne parce que si vous regardez le crâne d'un reptile primitif et que vous le comparez à un crâne de serpent, tous les os en verre que vous voyez là ont été perdus chez les serpents. Donc tout ça, ça allège le crâne, ça enlève des articulations, ça permet de mieux disloquer la bestiole. Donc le seul os qui est vraiment solide et solidement attaché aux autres chez les serpents, c'est le pariétal, parce qu'il contient la boîte crânienne, parce qu'il contient le cerveau. Donc c'est pour empêcher, en fait, le pariétal recouvre complètement le cerveau, enferme complètement le cerveau et le protège en fait quand le serpent avale une grosse proie, parce que sinon le cerveau serait écrasé. Vous imaginez que si... Enfin, il faut savoir que chez les reptiles, la boîte crânienne est généralement cartilagineuse. Donc à part sur le dessus, parce que c'est la phase exposée à l'extérieur, le dessous, c'est cartilagineux. Donc si c'était cartilagineux chez les serpents, bah, vous imaginez bien qu'en avalant une grosse proie, ça écraserait complètement le cerveau, on risquerait des dommages assez irréparables. Donc chez les serpents, le problème est résolu en ossifiant totalement la boîte crânienne grâce au pariétal. Le pariétal encercle complètement la boîte crânienne et protège le cerveau. Donc ça c'est... Et puis, du coup, du fait qu'il y a plein d'os qui sont perdus et qu'il y a plein d'articulations partout, là, le crâne est à peine diapside. Les fausses diapsides sont complètement perdues. Vous pouvez regarder là ces crânes de serpents. Je vous mets au défi de trouver les fausses diapsides. Elles sont plus vraiment là. Par contre, vous voyez toujours le carré qui est très très long, comme chez les squamates. Donc, il n'y a pas trop de doute sur le fait que ce sont des squamates. Et vous avez toujours le joint streptostylique qui est là, le joint mésokinétique qui est directement hérité des squamates. Et vous avez les dents. Alors, c'est intéressant les dents parce qu'il y a des dents qui sont pleurodontes, comme chez les squamates, et il y a des dents qui sont técodontes. Enfin, on dit pseudo-técodontes, et ce sont les crocs. Donc, les grands crocs des serpents venimeux, notamment, ont une racine.
Et ça, du coup, ça pourrait relier les serpents aux mosasaures. En plus des articulations, du fait que certaines articulations sont partagées avec les mosasaures, ça pourrait aussi relier les serpents aux mosasaures. Après, vous avez le grand débat sur les serpents sont-ils d'origine aquatique ou d'origine terrestre. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont perdu leurs membres? Donc, on sait que les espèces qui évoluent en milieu aquatique ont tendance à avoir leurs membres qui se réduisent, donc leurs bras et leurs jambes qui se réduisent. On sait aussi que certaines espèces qui évoluent et deviennent fouisseuses, notamment les céciliens chez les amphibiens et les amphisbéniens chez les squamates, ont aussi tendance à perdre leurs membres. Donc en fait, ils rampent à l'intérieur de leur galerie, et puis le corps est de la forme de la galerie, donc ça tombe bien, quoi. Donc ça, c'est encore un débat aujourd'hui à savoir comment les serpents ont réellement perdu leurs membres. On ne sait pas vraiment encore. Il y a encore récemment, on favorisait plutôt l'hypothèse d'une origine parmi des espèces fouisseuses, notamment par des caractères de l'oreille, parce que l'oreille interne de certains serpents très anciens est plutôt adaptée à l'audition des basses fréquences, donc des ondes sismiques dans le sol. Mais bon, c'est très très débattu. C'est très débattu. Donc, et il y a une origine possible, du coup, parmi les mosasaures, si on suit l'hypothèse d'une origine aquatique des serpents. Voilà. C'est surtout là où je voulais en venir, c'est qu'il y a peut-être un lien entre serpents et mosasaures. Aussi, les serpents perdent le foramen pinéal, donc c'est ce que vous voyez là, le foramen pinéal est ici, et là il est perdu. Ce qui semblerait logique si leurs ancêtres étaient fouisseurs, puisque une espèce qui vit sous terre n'a pas besoin d'avoir plus d'yeux qu'elle n'en a déjà, hein. Donc, et puis évidemment, comme je disais, le trait le plus important chez les serpents, c'est la longueur du corps, donc la multiplication du nombre de vertèbres, qui est en lien aussi avec la perte des membres. Donc on a généralement plus de 120 vertèbres chez les serpents. Et les vertèbres ont ce qu'on appelle une double articulation. Ils ont une articulation qui s'appelle le zygosphène et qui s'articule au zygantrum, et ils ont des articulations qui sont les articulations classiques qu'on appelle les zygapophyses, donc pré- et post-zygapophyse. Donc il y a un double jeu d'articulation entre les vertèbres chez les serpents. Encore que ce double jeu d'articulation des vertèbres ne soit pas si rare que ça, puisqu'on le rencontre aussi chez les dinosaures, enfin chez les dinosaures théropodes, et on le rencontre aussi, par exemple, chez les paréasaures. Donc, c'est pas non plus si typique que ça des serpents. Et puis, niveau registre fossile, on parle beaucoup de Titanoboa, mais l'Afrique n'a pas à rougir, puisqu'on avait aussi Gigantophis qui vivait en Égypte, et qui, si on le compare à un python de 5 à 7 mètres de long, a quand même des vertèbres qui suggèrent un animal bien costaud. Voilà. Donc, il n'y a pas de quoi rougir en Afrique. On a aussi des gros serpents d'abord. Et un des plus vieux serpents, bien que ce soit très, 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 très contesté, mais ça pourrait être un des plus vieux serpents, c'est Tetrapodophis, donc qui, comme son nom l'indique, est un serpent à 4 pattes. Donc 4 pattes qui sont très, très bien visibles sur le fossile. Alors, il a aussi une double articulation des vertèbres, mais comme je viens de vous le dire, c'est pas si rare que ça, une double articulation des vertèbres. C'est pas si typique que ça des serpents. Et le truc, c'est que le crâne ne ressemble pas du tout à celui d'un serpent. Le crâne est assez massif, en fait. Donc, c'est possiblement un autre type de lépidosaure qui aurait évolué de façon convergente vers un type serpentiforme, une morphologie serpentiforme. Ce qui est déjà arrivé plein de fois, hein. Vous pensez aux orvets, par exemple, ou bien aux amphisbéniens. Voilà, c'est pas si rare que ça, finalement. D'ailleurs, je précise, les orvets sont bien des lézards, ce sont ni des serpents ni des amphisbéniens, puisque j'en parle. Voilà. Un autre candidat possible au plus vieux fossile de serpent, bah, c'est une série d'empreintes qu'on a retrouvées en Afrique du Sud, dans le Jurassique. Donc là, c'est vraiment très très vieux. Début du Jurassique. Je vous avais expliqué il y a quelque temps, enfin dans la vidéo précédente, qu'au début du Jurassique, on avait un désert en Afrique du Sud et qu'il y avait des dunes, et des dunes qui étaient fossilisées réellement. Et ben, dans le sable de ces dunes, fossilisées du début du Jurassique, on trouve des traces ici qui sont parallèles et qui correspondent à un animal qui s'est déplacé exactement de la même manière qu'un serpent se déplace dans le sable aujourd'hui. Donc, vous voyez ces traces obliques et parallèles, exactement comme ce qu'on voit là.
Ça ne veut pas forcément dire que c'est un serpent qui les a faits, mais comme aujourd'hui, bah, ça peut être n'importe quel animal serpentiforme, hein, on est d'accord, mais comme aujourd'hui, il n'y a que les serpents, les vrais serpents parmi tous les animaux serpentiformes qui existent aujourd'hui, il n'y a que les vrais serpents qui font ça. Bon, c'est peut-être parce que les autres vivent pas forcément dans le désert, mais bon, voilà, la question est dans l'air. On saura probablement jamais si c'est des vrais serpents qui ont fait ça, mais en tout cas, c'est peut-être la plus vieille trace de serpents fossiles du monde. Des euryapsides, donc les animaux qui ont un crâne euryapside, parmi lesquels on va trouver les ichthyosaures et les plésiosaures, donc essentiellement des reptiles marins du Mésozoïque, mosasaures exclus, puisqu'on vient de voir, ce sont des squamates. Donc là, on est à l'extérieur des squamates, on vient de ressortir des squamates, hein, que les choses soient claires. Voilà. Donc on est à l'extérieur des squamates et on va voir les euryapsides, donc ces animaux qui ont une fosse temporale en position supérieure uniquement. Donc c'est comme un crâne diapside, mais la fosse temporale inférieure a été perdue. Alors comment cette fosse temporale inférieure a été perdue? Bah, peut-être qu'elle s'est tout simplement ouverte comme chez les squamates, et qu'après, en fait, les os ont repoussé et se sont re-rejoints. Donc le quadrato-jugal dont on a parlé tout à l'heure, qui relie le carré au jugal, était séparé du jugal, mais après, ces os ont repoussé, se sont re-rejoints pour fermer la fosse. Donc, bon, c'est une hypothèse, on ne sait pas exactement comment ça s'est produit, pour être tout à fait honnête, et on ne sait pas non plus exactement en quoi ce serait un avantage, en fait, de perdre une fosse temporale. Donc, bon, c'est pas la peine de me poser la question en commentaire, je n'ai aucune idée de pourquoi. D'ailleurs, la plupart du temps, vous allez me demander pourquoi, pourquoi ces choses se passent, et je vous répondrai que j'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Voilà. Enfin, dans la grande quantité de choses que je ne sais pas, il y a des choses pour lesquelles je peux dire qu'on ne sait pas. Voilà, donc que même les spécialistes les plus renommés en la matière ne savent pas. Donc les reptiles marins du Mésozoïque, donc ils vont avoir encore une fois la même série d'adaptations à la vie marine qu'on voit chez les mosasaures, donc multiplication du nombre de phalanges très souvent, parfois même multiplication du nombre de doigts, transformation des mains en palettes natatoires avec ce que ça implique d'aplatissement des phalanges et de perte de mobilité du coude et du genou. On va avoir généralement, alors, on va avoir chez les ichthyosaures une queue hypocerque qui va se développer. Par contre, chez les plésiosaures, on ne va pas avoir de queue. La queue va se réduire. Donc la queue ne va pas forcément suivre l'évolution typique qu'on a vue chez les mosasaures. Par contre, sur le crâne, on va avoir les narines qui vont se rétracter. Alors pourquoi les narines se rétractent? C'est comme l'évent des cétacés. C'est plus facile de respirer à la surface quand on a les narines vers l'arrière que quand on a les narines au bout du museau. Donc ça va un peu mimer l'évent des cétacés. Et on va avoir une dentition généralement fortement homodonte, faite de dents qui sont un peu en forme de hameçon, en fait. Donc ça, c'est aussi un caractère qui est général à tous les animaux, tous les tétrapodes qui s'adaptent à la vie aquatique. Même les mammifères, donc si vous pensez aux dauphins par exemple, redéveloppent une dentition homodonte en s'adaptant à la vie aquatique. Donc vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'évolution des cétacés si vous souhaitez en savoir plus. Ce qu'on va avoir aussi, comme chez les mosasaures, c'est l'attachement du sacrum qui va devenir très très faible. Donc évidemment, quand on vit sur Terre, on a besoin d'un sacrum solide, mais quand on vit dans l'eau, l'attache des vertèbres avec la ceinture pelvienne devient beaucoup plus faible, parce que de toute façon, elle n'a plus besoin d'être très solide, hein, tout simplement. Donc ça ne sert à rien de gâcher de l'énergie à faire ça. Les côtes deviennent très épaisses et très lourdes, encore une fois, pour plaquer l'animal, pour entraîner l'animal vers le fond, puisque la flottabilité d'un tétrapode est généralement est généralement inférieure à celle de l'eau, donc ça flotte. Donc les tétrapodes, ils flottent spontanément. Donc il faut des côtes relativement lourdes qui vont entraîner l'animal vers le fond. Et on va avoir des vertèbres qui vont être de forme discoïde, donc la forme qu'on appelle amphicelle. Donc qui mime en fait les vertèbres d'un requin ou d'un poisson. Si vous regardez, là, c'est les vertèbres d'un poisson ici. Vous voyez qu'elles sont très similaires à celles d'un ichthyosaure ici.
Donc, parce qu'elles sont en ficelle. Et si vous prenez les vertèbres d'un dauphin, c'est pareil. Pourquoi cette forme si simple de vertèbres? C'est en partie parce que, une fois de plus, il n'y a pas besoin de soutien sur Terre. Donc, si on n'a pas besoin de soutien sur Terre, il n'y a pas besoin d'avoir des vertèbres qui s'articulent les unes aux autres et qui permettent de soutenir le poids et qui sont hyper fortement attachées. On peut juste se permettre d'avoir des vertèbres attachées de façon finalement assez souple. Et d'ailleurs, la souplesse de la colonne vertébrale est aussi un facteur déterminant quand il s'agit de nager. Évidemment, il faut pouvoir articuler, il faut pouvoir agiter la queue, notamment chez les ichthyosaures et chez les dauphins. Il faut pouvoir agiter la queue, donc il faut aussi une certaine flexibilité de la colonne vertébrale qui n'est pas permise si on a une colonne vertébrale super rigide pour soutenir le poids du corps, qui n'est pas forcément permise, on va dire. Donc c'est des caractères qu'on retrouve généralement chez toutes les espèces adaptées au milieu aquatique, pas seulement chez les euryapsides, on les retrouve aussi chez les mosasaures. Chez les mosasaures, on a aussi une attache du sacrum qui est très faible, et on retrouve aussi ça chez les dauphins. Chez les dauphins, il n'y a même plus de bassin, hein, d'ailleurs. Donc le premier groupe de ryapsides, ce sont les ichthyosaures. Donc les ichthyosaures qui sont les reptiles marins qui ressemblent le plus à des dauphins. Ils ont un petit aileron dorsal comme les dauphins. Ils ont un long museau comme les dauphins, avec des narines qui sont rétractées fortement vers l'arrière comme les vents des dauphins. Ils ont des dents qui ressemblent beaucoup à celles des dauphins, à cette distinction près que vous voyez, elles sont alignées dans une gouttière. Donc on n'a pas des dents qui sont técodontes ni des dents qui sont acrodontes. En fait, il y a une gouttière dans laquelle toutes les dents sont enchâssées. Donc il y a quand même une racine, mais ce n'est pas exactement la condition técodonte. Donc ça, c'est très typique des ichthyosaures, et c'est ce qui permet d'identifier un ichthyosaure, même si vous trouvez un petit morceau comme ça. Enfin, si vous trouvez un petit morceau comme ça, vous avez toutes les dents alignées dans la même gouttière, vous êtes sûr que vous venez de trouver un morceau d'ichthyosaure. Donc vous pouvez fêter ça. Bon, déjà, vous avez trouvé de l'os. Trouver de l'os, c'est déjà un bel accomplissement en soi. Mais en plus, pouvoir l'identifier, c'est encore mieux. Et là, pour le coup, ça s'identifie très très bien. On a aussi généralement chez les ichthyosaures de très grands yeux et qui ont un anneau sclérotique très développé, notamment chez Ophthalmosaurus par exemple, qui on le pense, protéger l'œil quand il plongeait en très haute profondeur, tout en permettant de voir dans le noir à très haute profondeur, parce que le gros œil pouvait capter plus de lumière. Généralement chez les ichthyosaures, alors chez les ichthyosaures les plus dérivés, la ceinture pelvienne et les pattes arrière sont très très réduites. Mais si vous prenez les ichthyosaures, les premiers ichthyosaures comme Shonisaurus et d'autres ichthyosaures du Trias, vous allez avoir des grosses pattes arrière. Ils vont plus ressembler à des mosasaures. Mais ils ont déjà le rostre, ils ont déjà d'autres caractères qui les attachent aux autres ichthyosaures. Et la queue, comme je le disais, est hypocerque. C'est ce qui a été montré par les très très beaux ichthyosaures qu'on a découverts en Allemagne, à Holzmaden. Et il y a un lobe quand même supérieur qui fait ressembler la queue à celle d'un requin. D'ailleurs, la morphologie fait beaucoup penser à celle des dauphins, sauf la queue qui ressemble à celle d'un requin. Et ça, c'est tout à fait logique en fait. C'est parce que les dauphins sont descendants de mammifères. Et les mammifères, quand ils courent, si vous regardez un chien courir, le chien il va plier son corps de haut en bas, d'avant en arrière, alors que les ichthyosaures, qui sont descendants de reptiles lépidosauromorphes, eux, ils sont descendants de lézards, de trucs qui ressemblaient à des lézards du moins, et qui devaient secouer leur corps, enfin qui devaient bouger leur corps de gauche à droite quand ils couraient. Donc en fait, l'articulation des vertèbres pour un ichthyosaure était déjà prête à bouger de gauche à droite, alors que l'articulation des vertèbres pour un dauphin était déjà prête à bouger de haut en bas. Et ça, c'est dû à la position des membres chez leurs ancêtres, en fait. Chez l'ancêtre des dauphins, les membres étaient sous le corps, donc c'est plus facile de courir en pliant le corps comme un accordéon, alors que chez les lépidosaures, l'ancêtre des lépidosauromorphes, dont sont descendants les ichthyosaures, on avait plutôt un animal qui devait courir comme un lézard sur un mur, c'est-à-dire en se dandinant de gauche à droite. Donc c'est marrant en fait de voir qu'il y a eu convergence évolutive, mais avec toujours une signature de l'origine phylogénétique de l'animal. Voilà, donc qui fait que la convergence n'est pas parfaite.
Voilà. Et donc, en Afrique, je vais pas beaucoup parler des ichthyosaures. Enfin, je vais pas en parler plus que ça. On a beaucoup d'ichthyosaures en France. On en a trouvé beaucoup, beaucoup, notamment bah, dans tout ce qui est marne noire du Jurassique inférieur. Si vous habitez dans le sud de la France, vous en avez déjà certainement vu. Donc, les marnes noires des Causses, notamment. Donc on a beaucoup d'ichthyosaures en France, on a beaucoup d'ichthyosaures en Europe, mais en Afrique on n'en a pas. Il y a 0 ichthyosaure. Le seul ichthyosaure qu'il y a, ça compte presque pas pour l'Afrique parce qu'on le trouve à Madagascar. Donc c'est pas tellement l'Afrique continentale. Disons que bon, voilà, géologiquement ça reste l'Afrique. Et puis c'est un peu, alors c'est moins pareil pour les plésiosaures. Les plésiosaures, on en a quand même un peu plus, hein, puisque les plésiosaures, on en trouve jusque dans le Crétacé, et dans le Crétacé d'Angola notamment. On trouve de beaux ichthyosaures, donc comme Cardiocorax, par exemple, et on trouve non seulement des plésiosauridés, mais aussi des pliosauridés. Donc chez les plésiosaures, il y a 2 types de familles, mais on va en arriver là. D'abord les plésiosaures en général, les plésiosauria. Donc les plésiosauria, contrairement aux ichthyosaures, ils ont un crâne plutôt plat avec une crête sagittale. Une crête sagittale, pourquoi? Parce que la fosse temporale est très très étendue. Elle est tellement étendue en fait que les 2 fosses temporales se joignent au milieu du crâne et compressent la boîte crânienne en une crête sagittale. Donc c'est pour ça que vous avez une crête sagittale. Si vous n'y connaissez rien en anatomie, c'est très très difficile de faire la différence entre la fosse temporale d'un plésiosaure et la fosse temporale d'un thérapside. Même si c'est pas la même, parce que chez les thérapsides, c'est la fosse temporale inférieure et chez les plésiosaures, c'est la fosse temporale supérieure, mais comme les 2 sont tellement étendues qu'elles finissent par se toucher au milieu en formant une crête sagittale, on n'arrive même plus à savoir s'il s'agit du dessus de crâne ou sur le côté du crâne. Donc c'est très très difficile de faire la différence entre les 2. Ce qui va vous permettre de faire la différence, ça va être de regarder le condyle occipital en fait. Donc il faut regarder l'articulation du crâne avec les vertèbres. Une crête sagittale, globalement, chez les thérapsides, on n'en trouve pas ailleurs que chez les thérocéphales et chez les cynodontes. Et chez les thérocéphales et les cynodontes, en fait, le condyle occipital n'a pas cette forme en boule convexe qu'on va trouver chez les sauropsides et notamment chez les plésiosaures, par exemple. Donc chez les thérocéphales, il va être un peu en forme de banane, enfin le condyle occipital va être en forme de banane ou en forme de rein, de haricot, si vous voulez. Et chez les cynodontes, il est divisé en 2 comme chez les mammifères. Donc il n'y a aucune erreur à faire de ce côté-là. Donc si vous avez une crête sagittale et que vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de regarder, il faut regarder le condyle occipital. S'il est tout rond, c'est un plésiosaure. S'il n'est pas tout rond, c'est un thérocéphale ou un cynodonte. Après, il faut voir s'il est en forme de haricot ou alors carrément divisé en 2. Mais c'est pointu, là. Ça devient un peu pointu. C'est une digression un peu longue. Ce qui va aussi caractériser les plésiosaures, ça va être l'extrême extension de leur ceinture pelvienne et de leur ceinture scapulaire. Notamment les os qui s'appellent le pubis, donc à l'avant de la ceinture pelvienne, et le coracoïde, ici en dessous de la ceinture scapulaire. Donc on a des grosses plaques en fait. Donc il y a un nombre limité de gastralies. Il y a un nombre limité de gastralies qui sont toujours pachyostotiques, hein, mais ils sont essentiellement remplacés par la plaque coracoïde et la plaque pubienne. Donc c'est ce que vous voyez là chez Cardiocorax par exemple. Et évidemment, encore une fois, les palettes natatoires sont très très plates. Ce que vous pouvez voir ici, une fois de plus. Là, c'est une palette natatoire. Donc les palettes natatoires sont très plates, très très développées en fait, puisqu'il s'agit d'animaux qui ne nageaient pas avec la force de la queue, mais qui nageaient avec la force de leurs pattes, comme les tortues. Donc ils ont des très très longues palettes natatoires. La polyphalangie est très très développée. Donc la polyphalangie, c'est le phénomène de multiplication du nombre de phalanges dans les doigts. Elle est très très prononcée. On la retrouve aussi de façon plus modérée chez les ichthyosaures. Vous voyez que chez les ichthyosaures, les phalanges, elles sont quand même bien rondes et plutôt courtes. Là, on a des phalanges qui sont plutôt allongées et très 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 nombreuses chez les plésiosaures. Et ça compense parce qu'il n'y a pas de queue pour les propulser en fait. La queue est très très courte. Et enfin, les plésiosaures, en général, ont plutôt un cou relativement long. Mais on va voir que ça varie en fonction des 2 familles. Et ils sont présents jusqu'au Crétacé. Contrairement aux ichthyosaures qui s'éteignent
au début du Crétacé, en fait, les plésiosaures, eux, ils vont survivre jusqu'à la fin du Crétacé, jusqu'à l'extinction Crétacé-Paléogène. Et les plésiosaures, donc on les divise en deux familles, les plésiosauridés et les pliosauridés. Et ces plésiosauridés et ces pliosauridés, on les distingue surtout par la longueur de leur cou. Les plésiosaures ont un cou très très long et une toute petite tête. Les pliosaures ont un cou relativement court comparé aux plésiosaures. Bon, 28 vertèbres, ça fait quand même beaucoup, mais ils ont un cou relativement court et ils ont une grosse tête. Voilà, donc là on a plutôt on a deux stratégies de chasse qui devaient être différentes. Alors peut-être plus en embuscade chez les plésiosaures et peut-être chez les plésiosauridés et peut-être plus un chasseur actif avec les pliosauridés, mais bon là je m'avance peut-être un peu trop. En tout cas en Afrique donc on a des vrais plésiosaures comme Zarathosaurus qui est un élasmosauridé, en témoigne son très long cou. Très typique des élasmosauridés, la longueur du cou est assez incroyable chez Zarathosaurus, et on a des pliosauridés, le seul pliosaure d'Afrique d'ailleurs, qui est Leptocleidus et qui vient d'Afrique du Sud. Donc, et qui a une très grosse tête. Alors, il y a plein d'autres rhiapsides dont j'aurais pu parler, comme par exemple les placodontes, qui étaient des gros animaux durophages, dont certains, pas tous, mais certains, ont évolué une carapace qui ressemble beaucoup à celle des tortues, mais aucun lien de parenté. Et j'aurais pu parler des notosaures aussi. J'aurais pu parler donc les notosaures qui ressemblent beaucoup d'ailleurs aux pliosauridés. J'aurais pu parler des tanistrophéidés qui ressemblent plus aux plésiosaures, mais qui, à la différence près que, d'une part, ils sont plutôt reliés aux archosaures, mais qu'ils ne sont pas vraiment euryapsides, du coup. Mais surtout que leur cou est long, mais il est fait de très très peu de vertèbres, donc c'est des vertèbres qui sont très très longues. Donc Tanistropheus, par exemple, qu'on a retrouvé en Italie, donc pas loin de la France, fait partie de ce groupe-là. Donc j'aurais pu parler de ces trois groupes-là, mais c'est des groupes qui n'existent que au Trias, et d'ailleurs même pas tout le Trias d'ailleurs. Donc c'est des groupes qui sont apparus au Trias uniquement, et qu'on ne trouve que dans l'hémisphère nord. Donc une fois de plus, c'est des groupes qui n'ont aucun registre fossile en Afrique, donc c'est pour ça que j'en parle pas dans mon cours. Sachez qu'ils existent et qu'on en trouve par chez nous. Ce qui nous amène finalement au groupe que vous attendez tous, le point culminant de ces cours, de cette série de cours, les archosaures, puisqu'on va enfin pouvoir attaquer les dinosaures. Donc on verra ça la prochaine fois, les archosaures, parce que c'est un gros morceau et qu'il va bien falloir une bonne grosseur pour tout couvrir. Donc je vous dis à la prochaine fois où on parlera des archosaures. Salut!